Salut tout le Salut monde, c'est les autres. Cyrus, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau dans la roue. Vous le voyez, je suis avec Anthony Turgis aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, nickel. Déjà merci d'avoir Sur la accepté. fin de... Bah non, c'est bien, ouais, je suis content d'être là avec toi et puis voilà, de profiter de mon expérience et puis de que aussi je puisse profiter de ton expérience à toi sur les vidéos. Bon, du coup on va commencer par quelque chose de classique comme je fais avec tout le monde. Présente-toi, d'où tu viens, où t'as grandi un petit peu avant tout ce monde dans le vélo. Ça a commencé très tôt. J'étais sur les banlieues parisiennes, donc j'étais sur Bourg-la-Reine. Donc voilà, puis petit à petit, après, je me suis déplacé sur l'Essonne. Puis j'ai commencé le vélo à l'âge de 5 ans, direction Étampes pour ma première équipe. Et puis ensuite, je suis passé au métro assez jeune dans l'équipe de mon père qui l'a fait créer. Donc à partir de là, je suis resté dans son équipe, à part quand je suis passé espoir, quand je suis été au CEC Nogent-sur-Oise. Et derrière, professionnel. Et puis je suis revenu première licence au métro. T'as tout de suite commencé par... Enfin, été passionné de cyclisme ou t'as eu d'autres sports quand t'étais plus jeune? Ouais, j'ai fait la natation un peu aussi pour l'entraînement et puis pour justement avoir un autre sport à côté. Puis le mercredi, j'avais le choix de faire plusieurs sports. C'était justement l'école des sports avec l'US Métro. Donc on pouvait choisir. Je faisais aussi un peu de foot. J'étais plutôt branché plus escalade. Mais voilà, donc c'était des petites variantes un peu du vélo quand j'étais vraiment petit. Et puis après, je me suis vraiment consacré qu'au vélo. C'était vraiment le sport qui m'intéressait le plus. Parce que toi, dans ta famille, bon, vous êtes connus, vous êtes trois frères qui êtes passés professionnels. C'est grâce à ton grand frère que tu as commencé le vélo ou c'est grâce à tes parents? Oui, c'est ça, c'est grâce à mes parents. Et puis, je venais sur leurs courses au plus jeune âge, je m'en souviens plus, hein, mais après, oui, c'est venu avec justement mon oncle et mon grand frère, et puis ainsi de suite, quoi. Ça s'est perpétué de famille, on va dire. Parce que c'est peu quand même, trois frères en même temps. Je sais même pas Bah, c'est si... Je sûr crois que vous êtes les que seuls, hein. non, non, on a eu plusieurs fratries comme ça, et c'est vrai que ça permet de vraiment augmenter le niveau de chacun et de se porter conseil sur quoi que ce soit. Donc la progression est triplée et ça fait qu'on a été de plus vite à haut niveau chacun à notre tour. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ça t'a aidé à t'épanouir peut-être un peu plus. Oui, c'est ça, c'est des corrections d'erreurs ou de trajectoires sur certains cyclocross, et puis même sur le point de vue entraînement. On va dire que ce qui marchait pas pour le grand frère, je le faisais pas derrière, donc ça me faisait gagner du temps, et puis ainsi de suite jusqu'au plus petit. Donc, c'est comme ça qu'on a avancé très vite. Alors, si je dis pas de conneries, en 2018, c'est pas toi, c'est tes deux frères, donc Jimmy et Tanguy. Ils arrivent roue dans roue sur le vélodrome de Paris-Roubaix. Oui, Et c'est ça. Ouais. est-ce que toi, t'as pu courir un Paris-Roubaix avec l'un de tes frères ou même à trois? Euh, non, je pense pas. Et, voilà, c'était chacun. Moi, cette année-là, j'étais blessé, et puis l'année où je pense j'aurais pu le faire avec mon grand frère, je sais pas s'il y avait plus son équipe ou si justement il était blessé à son tour. Donc voilà, c'est des choses un peu qui arrivent dans le monde du vélo et puis sur les Flandriennes. Et donc voilà. On va passer sur tes années juste avant les professionnels, donc les années espoir. Si je dis pas de conneries, t'étais chez le CC Nogent-sur-Oise. Je sais pas si je le prononcerai bien. Si, si, c'est ça, c'est bon. Donc Nogent-sur-Oise. Je note que ton meilleur résultat à ce moment-là, c'est en 2014, c'est que tu arrives à gagner Liège-Bastogne-Liège Espoir. Oui, c'est ça. J'ai réussi à remporter deux victoires cette année-là. Puis avec plusieurs résultats, j'avais fini aussi troisième du championnat de France amateur. Mais c'est vrai que le plus gros résultat, c'est quand même les Bastogne-Liège Espoir. Et on va dire que le tracé me correspondait plus sur ce tracé-là que celui actuel, on va dire, chez les professionnels. Mais voilà. C'était niveau tracé, c'était moins dur. C'était déjà, c'était pas la distance totale, donc ça fait que ça y avait moins de dénivelé. Mais oui, on avait quand même l'ascension du Rosier qui est quand même assez longue, et on va monter aussi la Redoute.
Sauf que là, on faisait le même final, sauf qu'on arrivait sur une piste un peu plus loin après Saint-Nicolas. Et le seul changement, je crois, réel, c'était qu'on ne montait pas la Roche au Faucon, qui est l'une des plus grosses difficultés justement du circuit, où là, il y a la plus grosse différence qui se fait chez nous, les professionnels. Et en fait, on passait sur une côte, on va dire, plus légère, plus roulante, qui m'avantageait un peu plus, quoi. Donc, ça fait que j'ai pu rester dans les bonnes positions. Parce qu'en regardant un petit peu ton palmarès chez les jeunes, bon, même si chez les pros, mais ça tout le monde le sait, t'es plus calé flandrienne de base. Et pourtant, ton meilleur résultat là, c'est sur Liège. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te considères plus flandrien ou tu te dis que quand tu passeras pro, tu te concentreras sur les Ardennaises? Ah, j'ai commencé sur les Ardennaises, en fait, mais au fur et à mesure du temps, j'ai vu que le profil était plus vraiment taillé pour les grimpeurs. Et j'étais vraiment, on va dire, entre les Ardennaises et les Flandriennes, j'avais vraiment un profil qui passait un peu partout, mais je sentais que je manquais de force dans ces premières années de professionnel, donc je me suis consacré plus sur les Ardennaises. Puis voilà, je me suis tourné progressivement sur les Flandriennes où j'ai plus facilement joué sur la course et puis pris du plaisir, donc je suis resté là-dessus depuis quelques années. Ouais. Au parallèle de ces années-là, tu es aussi pas mal dans le cyclocross. T'as commencé par le cyclo ou par la route? J'ai commencé pour le cyclocross en étant tout petit et bah, au fur et à mesure, en fait, c'était cyclocross route à chaque fois et c'est comme ça que j'ai pu bah, continuer à progresser, à travailler de diverses manières et puis m'épanouir par la suite. Parce que si tu devais choisir ou faire un choix, quand tu étais plus jeune, tu te serais plus porté sur quoi? Ouais, les deux m'intéressaient vraiment. Après, voilà, l'aspect technique du cyclocross me plaisait plus, je pense, mais voilà, la période faisait que c'était plus court pendant l'année et puis la suite et la progression se passe mais mieux sur route. Donc voilà, en fait, je me suis tourné aussi plus sur la route à cause de ça. Sinon, je pense que je serais bien resté un peu plus au cyclocross. Parce que quand tu passes pro chez Cofidis, il y a un gros passage où il y a plus, t'as plus participé, ou en tout cas j'ai pas trouvé de résultat de ta part en cyclo, je crois que c'est entre 2014 et 2017. Depuis t'es revenu un petit peu. Oui, bah c'est ça en fait. Après, je suis rentré dans vraiment l'équipe route de Cofidis. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'ils voulaient en priorité. C'était vraiment faire de la route. Donc il y a une plus grosse préparation sur route à faire et de la prise de force et puis arriver bah, fort tout de suite d'entrée sur la saison de route. Et je savais qu'il fallait que bah j'étais peut-être bon en amateur, mais le niveau professionnel est encore vraiment au-dessus. Donc à partir de là, il fallait vraiment que je me prépare pour la route. Donc j'ai laissé un peu le cross de côté, même si je pense que ça aurait pu être une bonne préparation. Mais pour moi, ce qui est de la suite, je pense qu'il fallait mieux que je mette de côté ce cyclocross. Et c'est une envie perso d'être revenu un petit peu depuis quelques années. Oui, parce que au final, bah, justement, depuis voilà, les 7 ans que j'ai fait déjà professionnel, j'ai pris plus de force. Puis je me rends compte que de revenir sur faire quelques cyclocross permet de me travailler sur tout ce qui est relance, tonicité. Et puis voilà, un effort d'une heure sur un cyclocross, ça reste quand même violent et c'est pas ce qui est possible de reproduire sur la route, même à l'entraînement. Donc c'est vraiment toujours des bonnes choses à travailler. Là tu sors juste des championnats de France il y a pas très longtemps. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Je suis parti vraiment loin sur la ligne de départ. C'était ce qui m'enquiquinait un peu le plus, on va dire, sur la journée, parce que je voulais pas être pris dans le trafic. Je voulais vraiment bah, faire voir ce que je valais sur ce jour-là. Donc voilà, j'ai réussi à prendre un super départ. Hein. Je suis parti de la sixième ligne, donc ça représente entre 40 et la 50e place. Et au bout de la ligne droite, j'arrive quand même à tourner dans les 5 premiers. Donc j'ai fait un gros départ, sauf que bah, je l'ai payé tout de suite d'entrée quand il fallait forcer un peu plus dans la prairie, mais j'ai réussi à tenir les avant-postes et puis à pas être trop gêné, et puis j'ai pu faire la course que je voulais à mon niveau. Bon, du coup, on va se concentrer maintenant sur la partie route, ce qui a le plus marché chez toi, on va dire. Du coup, tu passes pro en tant que stagiaire chez Cofidis au mois d'août 2014 et tu vas rester un peu plus de 4 ans du coup chez Cofidis. T'en gardes quel souvenir de ces premières années professionnelles là-bas? Bah, il y a de tout, hein. Il y a du bon et du mauvais souvenir, hein. Il y a eu des bons moments et voilà, j'ai su remporter mes premières victoires dès la première année chez Cofidis.
Après, j'ai commencé aussi à changer de niveau de course et justement à monter un peu plus dans le World Tour que sur les Coupes de France. Donc à partir de là, j'ai gagné un peu moins. Mais le travail était là, le niveau pour continuer à progresser. Sauf que bah, voilà, quand le niveau de course augmente, c'est un peu plus dur à s'imposer. Donc voilà pour la partie qui était bonne pour moi chez Cofidis. Et ça se passe comment un peu l'intégration quand on arrive, on est jeune, tu sors de tes années junior, espoir, etc. Tu arrives dans une équipe où bah, il y a plus de tranches d'âge, il y a tout le monde qui est là. L'intégration, elle se passe bien ou c'est un peu difficile au début? Ouais, c'est les premières années quand on est jeune. Donc en fait, il y a toujours des vagues de nouveaux qui arrivent dans le peloton, justement. Et bah, maintenant que je le vois par moi-même, en fait, je vois la différence que ça fait, on va dire. Il y a toujours, voilà, des jeunes un peu, on va dire, qui sont un peu plus fous, on va dire, dans le peloton, qui prennent des risques un peu inutiles. Et en fait, on les repère plus à ça dans les premières courses. Que là, on est plus dans la vigilance et puis à faire nos efforts au bon moment et puis être là vraiment pour au meilleur et sur le reste de la course, quoi. Donc en fait, il y a des moments, en fait, on laisse limite moins d'énergie à se débattre par rapport aux jeunes et on vient ensuite le combler. C'était qui tes grands potes chez Cofidis? Tu restais avec qui à peu près? C'est qui t'a aidé les Bah, j'ai premières eu années? les premières années, en fait, je suis tombé dans une vague voilà, où je connaissais quand même du monde. J'ai eu chez tout, j'ai eu Steve Chanel que je connaissais aussi bah, justement quand j'étais au niveau du cyclocross que j'avais croisé aussi avant. Donc ça, voilà, ça fait quelques personnes de tête que je connaissais. Donc c'est vrai que ça aide pas mal déjà pour les discussions, pour le premier abord. Puis après, j'ai réussi à vite à m'intégrer avec d'autres coureurs. Donc ça va, je m'entendais bien avec tout le monde. Nickel. Du coup, je note surtout chez Cofidis, c'est le passage 2017-2018 avec pas mal de chutes, pas mal de malchance. Tu loupes les deux saisons des classiques ces années-là. Avec Oui, c'est ça. Bah, j'ai l'une de mes premières saisons, justement, je tombe avec Cavendish au pied du Poggio sur Milan. Sinon, j'étais dans la première vague. J'étais avec Christophe Laporte, qui était le leader sur la course. Donc voilà, j'étais vraiment là pour l'épauler. Et puis bon, moi, j'ai eu une mauvaise chute, scaphoïde plus clavicule. Donc bah, forcément, ça met un mois et demi d'arrêt. Et surtout que la suite des classiques était juste derrière. Donc ça fait que j'ai repris, on va dire, mi-mai après toutes ces belles courses-là. Donc oui, c'était un peu dur d'avoir fait ça. Et puis pareil pour... non, ça c'était ma deuxième saison. Et pour ma première saison, j'étais tombé sur le headlock qu'on appelle le head newsblad, qui est la première classique. Pareil, fracture de la clavicule. C'est, voilà, des fois, il y a des saisons qui peuvent se ressembler par la malchance. Mais bon, j'ai réussi à tirer des bons résultats derrière. Donc ça, ça gommait un peu tout ça. comment garder le moral dans ces moments-là parce que bon, toi, ton gros de la saison est concentré sur le mois de mars et le mois d'avril. Euh, si tu loupes ce moment-là, je vais pas dire que c'est toute la saison qui est à jeter, mais une grosse partie est ratée. Là, c'était vraiment sur mes premières saisons, c'était mes années découvertes. Donc en fait, oui, c'était vraiment embêtant pour la suite parce que bah, justement, j'ai perdu quelques années avec ces blessures-là. Donc je regardais vraiment tout ce qui était télévisé pour m'imprégner du parcours. Mais le mieux, c'est quand même de le vivre, de prendre des repères tout de suite sur le vélo. Et j'ai perdu un peu des années à cause de ça. Après, quand on est fort, on a vu que certains coureurs arrivaient tout de suite à briller sur ces courses-là. Donc voilà, il y avait un gros repérage à faire. Et c'est vrai que s'il y a une chute ou un problème sur cette période-là, c'est vraiment pas une saison perdue, mais ça serait plus dur pour moi après de pouvoir la réussir, sachant que je consacre beaucoup de choses là-dessus. C'est aussi ces moments-là qui te donnent de l'expérience, au final. Oui, c'est ça. Bah, après, c'est de l'expérience. Et puis, des fois, il y a des petits changements de parcours qui fait que la course change et des fois, c'est pas réellement retransmis. Donc voilà, rien que mieux d'être sur le terrain pour voir ça, quoi. Il y a un passage chez Cofidis où, bon, déjà, vous êtes cette année-là tous les trois encore dans le peloton. Mais en plus de ça, vous vous retrouvez quand Tanguy se retrouve je trouve plus mon mot, en stagiaire, pardon. En stagiaire chez Cofidis, vous vous Oui, retrouvez à 3 en même temps dans la même équipe. Ça, c'est encore plus beau. Vous avez pu courir à 3 ensemble.
Oui, c'est sûr que là, c'était vraiment sympa, quoi, parce qu'au final, on était sur le lieu de la course. C'était une équipe, si je ne me trompe pas, de 6. Donc, il y avait mon petit frère, mon grand frère. Donc, ça fait déjà qu'on était la moitié de l'équipe. Après, il y avait aussi les frères Boigny. Et puis après, si je ne me trompe pas, il y avait peut-être Geoffrey Soupe. Donc, c'est sûr que l'équipe a été vite remplie par des gens qui se connaissaient très bien depuis tout petit. Donc, ça aide vraiment. Du coup, si tu dois faire un petit bilan très rapide de tes années Cofidis, c'est plus de mauvais ou de bons souvenirs? Parce que comme je disais, il y a tout, hein. J'ai beaucoup appris chez Cofidis, ce qui m'a permis vraiment de aussi continuer ma progression au sein de Total. Donc voilà, il y a des bonnes et des mauvaises choses, mais c'est toujours ce qui m'a fait grandir aussi et continuer dans ma progression. Ok, bon, on passe du coup à 2019 et c'est l'année de ton arrivée chez Total où tu y es toujours. Tu arrives dans une équipe à ce moment-là avec Terstra et plein de coureurs expérimentés. Ça t'a aidé à passer un cap de courir avec ces gens-là? Oui, bah c'est sûr. Niki était dans ses grandes années avant. Pareil, quand j'étais blessé, je le regardais à la télé avec attention, parce que c'était un des coureurs qui arrivait justement dans les finales. Et par la suite, c'est l'expérience qui m'a donné aussi sur les classiques à bien être positionné et puis à être regardant sur certaines choses justement de points stratégiques qui pouvaient m'aider pour la suite. Donc oui, ça permet vraiment d'avancer sur des courses comme ça qui sont vraiment tactiques. En plus, dès que tu arrives chez Total, premier jour de course, première victoire, direct, à la Marseillaise. Oui, la progression était bonne. J'ai passé un bon hiver. Je sentais que ça répondait bien. J'ai eu la chance d'être tombé dans un super groupe d'échappés qui s'entendait vraiment bien. Voilà, personne ne se cachait à essayer de sauter des relais. Tout le monde a bien joué le jeu. Et puis, quand ça a lâché physiquement, ça a lâché physiquement, mais tout le monde s'est donné à 100%. Puis voilà, le fait d'être une journée tout à l'avant, il y en a très peu qui se passent dans l'année quand on est en échappée et qui arrivent au bout. Donc à partir de là, quand on arrive dans les derniers kilomètres avec des personnes que tu entends bien, forcément on fait tout pour arriver au bout. Et puis après le résultat, que ce soit un ou deux, c'était gagné pour nous déjà. T'enchaînes après avec deuxième d'à travers la Flandre. Tu fais top 20 sur Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix. Est-ce que c'est cette saison-là, c'est le déclic pour ces 2 dernières années? C'est vrai que voilà, c'est les courses qui m'intéressent vraiment. Après, c'est sûr que quand on arrive à faire un résultat et puis l'année d'après, on sait qu'on va retomber sur ces courses-là et qu'on a déjà couru et que la préparation est presque identique, on sait qu'on va tomber encore fort sur cette période-là. Donc après, pas forcément sur la même course, mais on sait que voilà, qu'il y a des tracés qui nous correspondent et puis les trajectoires, même sur les secteurs pavés, s'améliorent. Donc on sait qu'on peut passer très vite à certains endroits. Donc c'est aussi toute cette approche-là qui change aussi pour les autres courses. On enchaîne avec 2020. Bon, malheureusement, 2020, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu le Covid. Vous avez un peu été tous coupés dans votre élan. Comment tu l'as vécu, toi, cette période de confinement où il n'y avait pas trop de courses? C'était home trainer, j'imagine? Oui, c'est ça. Souvent, je pense que le trois quarts des coureurs ont fait une bonne pause tout de suite après. On savait pas la durée, enfin, on savait approximativement la durée de pause. Donc voilà, on est reparti un peu de base, on s'est reposé. Puis ensuite, on a remis en place certains blocs de travail au mieux comme on pouvait à la maison. Puis fallait revenir au niveau, ou conserver ce qu'on avait déjà un peu acquis du début de saison, quoi. Ça a été dur, ce bloc de course, parce que forcément, avec les dates, c'était un peu compliqué le calendrier. Quand vous êtes revenu, il y a tout qui s'est enchaîné directement. Ouais, justement, depuis la première année du Covid, c'est vrai que c'était plus compliqué, on va dire, parce que justement, les courses se sont concentrées sur quelques mois. Et on l'a bien vu, hein, il n'y avait pas le temps de se poser ou de je vais pas réussir à le dire, à se poser de questions. Donc voilà, on est tout de suite parti à fond. Et puis en fait, on a bien vu que la vitesse moyenne avait augmenté. Et puis en fait, qu'il n'y avait pas une seule course où justement la vitesse diminuait. C'était tout le temps à fond, ça roulait tout le temps très vite. Et même quand on a passé l'hiver d'après, on va dire,
on a refait la saison et c'était reparti pareil. On avait toujours cette peur du Covid qui arrivait, donc tous les coureurs. Et puis à partir de cette date-là, les courses se font vraiment à fond. Et la moyenne a vraiment augmenté depuis ce passage-là, quoi. Bah, tu l'as plutôt bien géré parce que depuis ce passage-là, tu fais tes meilleurs résultats quand même. Oui, bah après, voilà, ça a continué dans ma progression. Mais c'est vrai que moi, ce qui me correspond, c'est quand même des courses usantes. Donc, c'est pas pour me désavantager, bien au contraire. Donc, puis voilà, des journées qui se passent vite, parce que ça roule vite, c'est plus sympa que quand justement on gère la course et qu'on roule pas très vite, quoi. Pendant ce bloc de course de fin 2020, tu fais peut-être ta course la plus aboutie, c'est quatrième du Tour des Flandres. Avec du recul, bon, t'es battu au sprint ce jour-là par Christophe pour la troisième place. Avec du recul, c'est heureux d'avoir fait une belle course et d'avoir fait quatrième ou il y a quand même cette frustration d'aller chercher ce petit podium. Bah, c'est surtout, oui, bah, déjà, j'ai passé une bonne journée. J'ai bien, j'avais fait un résultat. Après, voilà, j'avais la possibilité d'aller faire le podium et justement, c'est surtout ça qui était un peu plus frustrant, c'est qu'on va dire, j'étais capable justement de le battre et ça reste quand même c'est un des plus grands sprinteurs du peloton. Donc, pour moi qui arrive à jouer avec lui sur un sprint, bah, sur cette course-là qui est vachement très dure, en fait, bah, ça m'a prouvé que j'étais capable de le faire. Et puis voilà, l'année qui a suivi, bah, cette année, j'étais bien aussi. Mais c'est vrai que quand je vois la petite marche qu'il m'aurait fallu pour monter sur le podium, maintenant, je m'en veux parce que je vois que c'est quand même dur de renouveler un résultat comme ça et ça fait beaucoup de travail pour arriver là, quoi. Normalement, la semaine d'après cette quatrième place, vous auriez dû faire Roubaix. Bon, ça a été annulé. Au vu de ta forme à ce moment-là, forcément déçu. Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu faire un aussi beau résultat qu'au rond, voire la marche un peu au-dessus? Bah, sur les sensations, c'était tout bon pour moi. Après, voilà, c'est vraiment différent entre les pavés flandriens et ceux de Paris-Roubaix. Mais voilà, la condition était là. Donc, oui, j'étais déçu que ça s'annule. Et puis, bon, qu'on l'ait pas fait de l'année, bah, c'est pareil, c'est quand même particulier parce qu'au final, les pavés changent d'année en année et c'est quand même bien de les faire. Donc, c'est pour ça que quand on a repris cette année les secteurs des Paris-Roubaix, on a fait une grosse reconnaissance justement pour voir les pièges qui s'étaient créés à cause des saisons et des agriculteurs qui passaient dessus. Tu te sens plus à l'aise sur les pavés du rond ou de Roubaix? C'est différent, on va dire, parce que ceux du Rhône, on y passe sur beaucoup de courses sur les Flandriennes, donc on a nos repères et puis on a l'habitude de passer dessus, que Roubaix, on y passe une fois et souvent à la fin de la journée, on est content d'avoir terminé et puis on se dit, c'est une super belle course, mais l'année prochaine, c'est quand même très fatigant pour le corps. En 2021, du coup, tu as continué sur ta lancée. Tu as été hyper régulier, toujours placé, quasiment toujours dans le top 10. Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller chercher un peu plus haut ton bilan un peu de tes classiques de 2021? Bah, ouais, c'est un peu plus de chance. Après, voilà, j'ai réussi à réussir à faire des bons résultats partout. Après, c'est voilà, des petites choses justement qui permettent aussi d'améliorer les résultats. Et je pense que pour cette année, c'est mis en place. Et 2021, c'est aussi Roubaix en octobre avec une météo dantesque. Je vous envie pas pour ce Paris-Roubaix là. Comment vous l'avez vécu sur le vélo? Comment c'était de courir ce Paris-Roubaix là? Ouais, il y avait beaucoup d'appréhension. Voilà, on avait fait des recos. On a vu que dès qu'il y avait un peu des zones pas forcément que le pavé était mouillé, mais quand il y avait des zones de boue, ça glissait parce justement, on perdait l'adhérence. Donc, c'était plus voilà, des appréhensions en arrivant en groupe dessus à une vitesse assez vite. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus de pression que d'habitude, mais bah, on a très bien vu que les coureurs étaient adroits et puis en fait, voilà, si on tombait, c'était de la malchance parce que justement, il y avait la roue partait, mais c'était pas réellement à cause du coureur, quoi. Donc voilà, ça s'est fait. Et puis on a retrouvé les coureurs qui étaient plus adroits et plus à l'aise sur l'avant de la course. Donc à partir de là, bah, la course s'est déroulée correctement, quoi.
En 2022, t'aimerais la même météo ou on retombe sur du plus calme, plus classique? Bah, c'est quand même vraiment différent, on va dire, entre la pluie et le sec. On va dire, quand il y a du sec, on assure de passer quand même sur le pavé, même si les bas-côtés, des fois, peuvent bien rouler. Après, là, quand c'est vraiment mouillé, personne n'est dans le bas-côté. Si tu es dans le bas-côté, c'est que tu as glissé du haut, on va dire, et que tu t'es retrouvé sur le bas-côté, mais tu essaies de vite remonter. Et ça se fait ça se fait beaucoup plus au placement à la pédale quand c'est mouillé. Dans les premiers secteurs, après, bon, les plus forts sont quand même devant. C'est ça qui fait la beauté des courses, c'est que c'est quand même le plus fort qui remporte la victoire. Tu termines l'année il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 4 mois, sur une participation au championnat du monde. C'était ta première, si je dis pas de conneries? Oui, c'est ma première dans un chemin du monde professionnel, donc j'étais contente de le vivre comme je l'ai vécu, en voulant, en participant assez tôt dans la course, en ayant aussi les capacités de rester assez longtemps aussi proche, on va dire, du futur vainqueur, et puis d'épauler Julien. Donc c'était une très bonne journée. Tu as des petites anecdotes sur la course en interne et la journée que vous avez vécue? Bah, oui, j'ai des anecdotes, c'est tout simple. On me disait que j'en faisais trop, alors que justement, d'un autre côté, j'avais Julien qui me disait, vas-y, continue, faut y aller, faut y aller. Et j'essayais voilà, d'aider un maximum l'équipe, de durcir aussi la course, mais de garder quand même un maximum de coureurs positionnés à l'avant. Et c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'énergie, et quand ça a commencé à être dur, je me suis écarté assez vite sur le dernier circuit flandrien. Mais j'avais placé, on va dire, tous les pions qui étaient derrière moi étaient là pour encore Julien, donc c'était tout bon pour nous. T'en penses quoi du parcours 2022 des championnats du monde? T'aimerais bien y aller aussi? Bah, j'ai entendu qu'il avait changé un peu. Après, oui, c'est sûr que c'est des courses comme ça qui m'intéressent toujours, hein, et beaucoup de kilomètres. Puis voilà, c'est des courses d'une journée, donc c'est ce qui me plaît. Donc oui, je serais toujours partant pour le faire. Le dernier vainqueur français de Paris-Roubaix, c'est Frédéric Guesdon en 97. Est-ce que quand tu es français et que tu participes à Paris-Roubaix, c'est une pression supplémentaire vu que le dernier vainqueur commence à remonter, ou c'est justement une excitation en plus pour essayer de faire tomber cette durée? Bah, on n'y pense pas trop, on pense vraiment au moment sur la course, on va dire, de pouvoir briller. Après, oui, on regarde l'historique, on va dire, des Français, parce que bon, c'est souvent quelque chose qu'on ressort pour le prestige de la course. Mais sur le moment, on se concentre vraiment sur la course, et puis après, on regarde les détails, et justement, et cela en fait partie. On va passer à 2022, où déjà, est-ce que les stages se sont bien passés là cet hiver? Oui, ça s'est bien passé, et puis bah là, il me reste 2 jours de stage, donc ça se goupille bien. Bon, vous pouvez pas passer à côté. Il y a l'arrivée de Peter Sagan dans votre équipe. Est-ce que les objectifs de l'équipe sont déjà faits, ou est-ce que vous allez qui sera leader unique? Est-ce que vous allez vous partager le leadership? Ah, c'est simple, les objectifs de l'équipe, ça reste la grande campagne de classique, hein. On a eu toujours un gros front classique dans l'équipe totale. Puis après, c'est sûr que bah, le Tour de France arrive aussi par la suite. Donc, il y a toute la campagne de classique, d'abord flandrien, après ceux des Ardennaises, et puis ensuite, on se tente dans une préparation Tour de France. Puis les courses qui suivront aussi derrière, mais c'est vraiment ces deux principaux temps de la saison qui nous intéressent le plus chez nous. Et on essaiera de faire au mieux pour ressortir des meilleurs résultats, que ce soit Peter ou moi. T'as déjà pu échanger avec lui sur ce que vous allez faire sur les classiques? Bah, le but est simple, hein, c'est d'être au plus loin ensemble pour jouer la victoire, et puis ensuite de s'harmoniser, d'être ensemble justement pour jouer la meilleure tactique pour essayer de remporter la victoire. Après, que ce soit lui ou moi, on verra sur le moment et sur les sensations de la course. Euh, vous avez aussi changé ces deux machines. Vous êtes passé chez SP, chez Total. C'est quoi tes premiers ressentis vu que tu as pu rouler déjà avec pendant tes stages?
Bah, c'est simple, hein, c'est l'une des meilleures machines du peloton, donc ça roule vite et puis ouais, le rendu il est vraiment extra sur le vélo et t'as un bon ressenti de la route et puis du rendement du vélo, donc c'est vraiment agréable. Ouais. Parce que le changement de vélo, c'est une différence qui peut compter pour aller chercher ce petit plus. Évidemment, c'est vrai que quand on voit la structure que ça impose Specialized, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de détails et puis il y a beaucoup de choses qui s'ajustent assez rapidement sur justement tous ces petits changements, toujours à la pointe, à essayer de travailler à faire les meilleurs produits possibles. Donc oui, ça fait une grande différence et puis ils mettent les moyens pour ça justement et c'est une très bonne chose pour nous. Tu as déjà annoncé ton programme de début de saison ou pas? Non, je l'ai pas dit sur les réseaux, donc ça sera une première pour toi, même si je l'ai déjà dit pour différents journalistes. Mais normalement, ça serait Saudi Tour, suivi du Tour du Haut-Var, puis bien sûr le week-end d'ouverture en Belgique. Et après, c'est Paris-Nice ou Tirreno. On est en train de voir ça encore. Ça tombe sur les mêmes dates, donc il n'y a pas un énorme changement. Et puis après, toute la campagne de classique encore à voir pour être au mieux sur certains jours précis. Généralement, quand vous faites les courses de début de saison pour préparer les Flandriennes, vous le faites avec la même équipe ou juste chacun fait son programme de son côté? Non, non, voilà, on a tous les sortes de coureurs classiques, on est une bonne dizaine, donc oui, il y a des coureurs qui vont forcément changer un peu. Sur des classiques, je vais pas prendre part parce que justement, ça ferait trop courir et je perdrais de l'énergie pour les courses les plus importantes qui suivent. Donc non, il y a des petits échanges justement entre différentes courses pour être au mieux sur les courses et puis pour que tous les coureurs puissent courir correctement. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, l'un des gros objectifs de l'équipe, c'est le Tour de France, forcément. En 2022, c'est le retour des pavés sur le Tour. Ton premier tour, c'était en 2018, il y avait déjà cette étape des pavés. C'est quoi tes souvenirs de cette étape des pavés? C'est forcément différent d'une Flandrienne. Oui, bah c'est sûr que bah là, en fait, c'est la différence, c'est que on se retrouve avec des coureurs qui apprécient pas les pavés. Et donc, en fait, ça crée une tension encore plus grande, puis une appréhension pour beaucoup de coureurs. Donc, un peu, ça rentre dans une zone un peu panique. Donc, justement, le placement est très important parce qu'on peut vite se retrouver derrière un coureur qui aime pas trop ça et qui essaie de sauver un peu sa journée. Donc, oui, cette année-là, c'était quand même vraiment particulier parce que j'essayais de justement m'échapper. J'avais tout le temps, on va dire, le coup qui sortait juste avant le bon coup. Donc, je me suis retrouvé à dépenser beaucoup d'énergie pour rien. Et je me suis retrouvé à tomber justement sur l'un des secteurs et enfin sur une sortie de secteur et puis bah la journée s'était déjà envolée depuis longtemps quoi. À la fin de chaque vidéo, on finit par un petit jeu, c'est tu préfères, si tu connais le principe. Bon, le principe est pas très dur, mais Bah si tu expliques les règles, ça sera mieux. bah, juste je te donne deux choses et tu me dis laquelle tu préfères. D'accord, Sauf ah, que, très bien. sauf que la Oh, petite ça reste simple. particularité, c'est ton frère Tanguy qui a fait les choix, Ah, ah, vu qu'il te d'accord. connaît bien. Ah, bah, Alors, on va voir. tu préfères, bon, l'a déjà répondu, je vais quand même te la poser, Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres? Ah, ouais. Moi j'ai l'ambiance des Flandres est différente de Roubaix et donc pour le spectateur, je dirais les Flandres. Yann Ulrich ou Tom Bonnen? Ah, j'ai préférence Yann Ulrich depuis mes jeunes âges, ouais. Est-ce que tu préfères gagner une étape sur le Tour, donc potentiellement celle des pavés, ou gagner une Flandrienne? Bah dans une première partie, je préférais gagner sur les Flandriennes et oui, après, forcément, le Tour de France, enfin, les deux sont prestigieux, donc dans les deux cas, je dirais oui, mais dans un premier temps, les Flandriennes, c'est pour moi ce qui m'apporterait le plus, je pense. Bon là, les prochains choix, on sort du cadre vélo, mais il tenait absolument à ce que je te pose ces questions-là. Ah, Vin ou bière? bière. Et chouf ou triple carmélite? Je vais pas te dire à l'apéro, je prends les deux souvent, mais je vais terminer par la carmélite, la triple carmélite. Petite partie sur la play ou petite partie de pêche? C'est toujours pareil, ça dépend du contexte, mais oui, les deux.
passe très bien. Après, sur la PlayStation, ça passe quand même mieux. One... Je suis plus fort. One Piece ou Naruto? Ah, bonne question. Bah, en ce moment, c'est One Piece. T'aimes bien tout ce qui est manga, cet univers-là? Ouais, bah, tout ce qui est un peu jeux vidéo, animé, etc. C'est sûr que bah, c'est un peu de notre époque. Donc, forcément, je suis intéressé, puis j'aime bien ça. Donc, c'est sympa, ouais. Et alors la petite dernière, il sait même lui-même pas la réponse, du coup il voulait absolument le savoir. DiCaprio, Johnny Depp ou Brad Pitt? Ouais. Bah, ouais, c'est compliqué, hein. Les trois, je les aime vraiment bien. Ah, on est obligé de faire un choix sur ce jeu. Ouais. Euh, ouais, Johnny Depp. La manière dont il joue dans certains films est impressionnante, je peux dire Johnny Depp. Ok, bah merci à toi, je crois qu'on a fait le tour, j'espère que ça t'a plu. Mm. Ouais, après, je sais pas si tu veux voir le début, si tu veux le refaire, s'il y avait un peu de bruit ou quoi, ou si ça Non, passait non, pour toi. t'inquiète, ça va le faire, je vais m'arranger au niveau du montage, ça va passer. Ok, ok. Écoute, ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 et le futur de ta carrière. Bah, ce que tu peux me souhaiter, c'est beaucoup de victoires sur Pro Cycling Manager avec toi. Justement, je voulais t'en parler, je voulais savoir quelle course tu me feras gagner cette année. Je sais pas, il y a une année, je t'ai fait gagner les championnats du monde quand même. Ouais, Milan aussi, ouais. L'arrivée de Milan, je crois que j'avais dû l'enregistrer sur mon téléphone, tellement elle était belle. Ah bah je te souhaite de les gagner en vrai aussi, un jour, peut-être. Ouais, Écoute, merci bah beaucoup voilà, bah pour ton très bien. temps Bah merci à toi aussi, ouais. et bonne saison à toi. Merci à vous, et puis à une prochaine fois. Alors, vous le voyez, à côté de moi, juste là, il n'y a plus Anthony, mais dans le feu de l'action, quand on a tourné tout ça mercredi soir, j'ai complètement zappé de vous dire au revoir. C'est quand même important. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Encore une fois, merci à Anthony d'avoir pris le temps de discuter et de parler avec moi de sa carrière. C'était très très cool. N'hésitez pas dans le chat en direct sur Twitch ou alors en commentaire YouTube, ça me citer des noms que vous voulez voir pour la suite de Dans la roue 2. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'en faire assez régulièrement. Et merci d'ailleurs pour tous vos retours sur la première avec David, en espérant que celle-ci et que celle d'après qui suivent vous plaisent tout autant. Vous l'avez vu aussi, c'était un format pas aussi long qu'avec David et un format un peu plus sérieux, avec un peu moins de vannes. Mais voilà, c'est la tournure que j'ai envie de donner, que ce soit une discussion posée ou juste on n'est pas là pour crier comme sur PCM. Voilà, si vous avez des points d'amélioration également, je suis preneur. Hein, je sais que c'est pas parfait, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. A très vite pour un nouveau Dans la roue 2, je l'espère, très rapidement. Allez, passez une agréable soirée ou une bonne journée, ciao ciao.